Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver. Voici les titres de l'actualité de ce mardi 14 janvier. Le lancement des travaux du futur siège d'Airbus Group, l'hippodrome de Toulouse sur la troisième marche des hippodromes français. Et enfin, rencontre avec les auteurs de Monster Club, une BD d'aventure à la Jules Verne. Vous le savez, depuis le 1er janvier, EADS s'appelle Airbus Group. Dans ce cadre, Tom Enders a décidé de rassembler les activités du groupe à Toulouse et d'y implanter notamment le siège de l'avionneur. Ce matin a eu lieu la pose de la première pierre du bâtiment en présence justement du patron Tom Enders et de tous les élus locaux. Cet ensemble sera situé dans un véritable campus au pied des pistes de l'aéroport. Les détails avec Sophie Voinis et Alain Sorat. Voici ce à quoi doit ressembler le futur campus d'Airbus Group à l'horizon 2015. 1500 personnes travailleront ici, dont 300 au seul siège d'Airbus Group. Les autres départements seront dédiés notamment aux services paye, ressources humaines, formation au centre de recrutement. Une implantation symbolique dans la ville rose, souhaitée depuis longtemps par Tom Enders. Ici, c'est le siège. Nous gardons certaines fonctions à Paris et à Ottobrunn, en Allemagne. Par exemple, les services partagés. Mais la maison mère, aujourd'hui, est à Toulouse. 32 000 m² de bâtiments sur un site de 5 hectares en bordure de piste de l'aéroport de Blagnac, avec un restaurant, un centre de remise en forme, une conciergerie, le tout répondant à des normes de haute qualité environnementale. Pour le cabinet d'architectes maître d'œuvre du projet, les contraintes sont multiples. Les contraintes du site, c'est l'aéroport, la présence donc d'être juste en face de l'aéroport. Donc on a, en dehors de ce problème de confort thermique, on a un problème de confort acoustique. Donc voilà, ça c'est une contrainte. On a un site qui, même s'il fait, le terrain d'assiette fait 62 000 m², même si ce terrain paraît grand, on a plusieurs chantiers qui vont être opérationnels en même temps sur le site. Donc on est dans un site très restreint. La cérémonie et le premier coup de pelle se sont déroulés en présence des autorités locales, de certains salariés d'Airbus Group et du management d'Airbus, qui a rappelé pour l'occasion qu'en 2014, le groupe souhaite stabiliser ses effectifs. Après une période très prolixe et je dirais même phénoménale en matière de développement de l'emploi, puisque nous avons recruté, rien qu'au niveau d'Airbus commercial, plus de 16 500 personnes en 5 ans, nous arrivons à une phase de stabilité et puis aussi une phase de restructuration pour l'ensemble des activités de la division défense et espace, et également de notre siège. La production va continuer effectivement d'accueillir un certain nombre de nouveaux entrants, notamment des compagnons, mais encore une fois, après les années qui ont été absolument exceptionnelles, nous rentrons dans des années normales de recrutement. Airbus va recruter à peu près 1000 personnes, va surtout accueillir au moins 500 personnes par an au cours des 3 prochaines années, à commencer par 2014, afin d'aider finalement Défense et Espace à réaliser son opération de restructuration et ce que l'on puisse conserver les compétences qui sont pour nous critiques, essentielles et importantes pour l'avenir de nos activités. Exit donc les sièges parisiens et allemands qui conservent cependant certains services, mais le centre névralgique du groupe Airbus est bien ici désormais, tout du moins. Il le sera dans les faits en novembre 2015, date de livraison du chantier dont le coût d'investissement, essentiellement supporté par l'entreprise Airbus Group, est évalué à 100 millions d'euros. Toujours à propos d'Airbus, une mauvaise nouvelle. L'un de ses gros clients, Air Canada, a annoncé une commande ferme de 61 Boeing 737 MAX. La compagnie souhaite ainsi progressivement remplacer sa flotte d'A320 et d'A321. Un mot de social à présent. Une journée de grève aujourd'hui chez Sanofi à l'appel de la CGT et de Sud Chimie. La mobilisation concernait les 25 sites Sanofi de France. Les salariés ont une nouvelle fois protesté contre la restructuration et la stratégie financière de la direction. En ligne de mire également la politique sociale de Sanofi, inacceptable selon les syndicats. Ils dénoncent des conditions de travail déplorables. Les salariés ont entre autres appris ces derniers jours qu'ils ne bénéficieraient d'aucune augmentation collective en 2014. Transport, ça roule pour la ligne T1 du tramway. En témoignent les bons chiffres enregistrés depuis l'ouverture du nouveau tronçon entre Arennes et Palais de Justice. La fréquentation entre fin décembre et début janvier a fait un bond de 50% par rapport à la même période l'an passé. Une nouvelle qui réjouit Joël Carreras, président de la commission transport et déplacement de Toulouse Métropole. Oui, 100 000 passagers de plus. On était à 220 000 l'année dernière à la même période.
sur cette période considérée. Hein. Et là, on est à 320 000, donc voilà, plus 50%, effectivement. On est de l'ordre, on frise les 30 000 passagers jour. Au début, il y a eu de la curiosité, évidemment. Mais de plus en plus, c'est un peu moins la curiosité et puis l'utilité. Hein. Donc depuis la rentrée des vacances, l'utilisation du tramway peut-être à d'autres finalités, hein, notamment celle du domicile-travail, je pense aussi aux lycéens, aux scolaires, etc. Voilà, et puis surtout ceux qui viennent du sud-est et qui vont plutôt vers le nord-ouest, pour eux, il y a un intérêt à éviter un double changement. Donc le changement, voilà, la connexion palais de justice métro, là on voit la pertinence, tout ce que nous disons depuis des années sur la pertinence de cette ligne avec la connexion à la deuxième ligne de métro. Aujourd'hui, le projet sur lequel qui figure au plan de déplacement urbain, c'est une liaison Matabio-Aéroport et donc une connexion, bien sûr, à l'actuelle ligne qui ira au-delà du Grand Rond. Donc voilà, c'est ce qui est inscrit au plan de déplacement urbain que nous réaliserons. 2 à 4% de la population française souffre d'apnée du sommeil, une maladie sous-diagnostiquée et donc sous-traitée. Si elle perturbe les nuits des patients, elle se traduit surtout par de l'hypersomnolence diurne associée à des troubles de la ventilation. Le plus souvent, ce sont les hommes ayant une surcharge pondérale et avançant en âge qui sont touchés. Marlène Canal s'est rendue à Rangueil où le dépistage de cette maladie progresse, notamment chez les personnes ayant des problèmes cardiaques. 56% des gens qui ont un stimulateur cardiaque ou pacemaker font de l'apnée du sommeil. Partant de ce constat, un des 5 fabricants mondiaux de pacemakers a décidé d'innover en rajoutant aux fonctions initiales de l'appareil un système permettant de dépister l'apnée du sommeil via une technologie du rythme respiratoire. Ces sondes vont être positionnées à un endroit précis dans la cavité et vont être fixées à cette cavité par une petite vis que l'on peut voir au bout de cette sonde qui va aller se visser dans le muscle cardiaque lui-même. Et ensuite, nous allons connecter le pacemaker, ici, comme ceci, et ensuite positionner le pacemaker dans l'espace sous-cutané, juste en dessous de la clavicule. Cet appareil va mesurer l'amplitude des mouvements respiratoires et la fréquence respiratoire du patient et va pouvoir détecter donc des épisodes soit d'arrêt respiratoire que l'on appelle des apnées, soit de diminution de l'amplitude de la respiration qu'on appelle des hypopnées avec une définition bien précise. Et lorsqu'on ajoute ces épisodes d'apnée et d'hypopnée et que ceux-ci sont supérieurs à 5 par heure, on établit le diagnostic de syndrome d'apnée du sommeil. Un outil supplémentaire pour ce cardiologue qui déplore aujourd'hui que seuls 15% des personnes touchées par l'apnée du sommeil, 4 à 5 millions de Français, ne soient diagnostiquées par les moyens classiques. La symptomatologie n'est pas très riche pour l'apnée du sommeil, elle est quelquefois un petit peu trompeuse. Donc ça permet, encore une fois, c'est une population, les porteurs de stimulateurs cardiaques ont vraiment une prévalence plus grande d'apnée du sommeil que la population générale. Donc dans cette population-là, ça permet d'arriver plus tôt et quelquefois chez des gens qui ne se disent pas symptomatiques au diagnostic et à ce moment-là de pouvoir les traiter pour améliorer leur pronostic. Une fois diagnostiqué, 3 pistes pour soigner cette maladie, traiter la surcharge pondérale, éviter les traitements par somnifères et l'alcool et enfin la mise en place de masques la nuit qui apportera une pression continue dans les voies respiratoires pour éviter qu'elles ne se bouchent. Pas soigner, cette maladie multiplie par 3 les risques d'infarctus du myocarde ou d'accident vasculaire cérébral. Le snowboarder Paul-Henri Delerue, victime d'un grave accident dimanche alors qu'il disputait une manche de la Coupe du Monde de snowboard cross en Andorre. Après avoir heurté un concurrent italien, il a lourdement chuté sur le dos puis sur la tête. S'en sont suivis perte de mémoire et spasmes violents. Victime d'une commotion cérébrale, le sportif originaire de Lannemezan a été héliporté vers l'hôpital d'Andorre-la-Vieille, puis transféré au CHU de Turpan à Toulouse, où il a été plongé dans un coma artificiel. Son état, dans un premier temps préoccupant, s'est amélioré hier. Sport toujours avec la 9e édition des Trophées des Sports qui a eu lieu hier à l'hôtel de région. Athlètes, entraîneurs mais également bénévoles y ont été cette année encore mis à l'honneur. Le palmarès avec François Guinle, Samuel Prieur et Jean-Marc Lucas, une cérémonie parrainée par un champion olympique, vous allez voir.
La 9e édition du Trophée des Sports rassemblait un plateau rare des meilleurs athlètes de chaque discipline. Exemple avec son parrain Tony Estanguet, seul athlète français triple médaille d'or olympique dans la même discipline, palois d'origine mais révélé champion en Midi-Pyrénées. C'est vrai que j'ai beaucoup apprécié m'entraîner ici parce qu'il y a à la fois un terrain de jeu incroyable, je crois qu'il y a une diversité sportive qui est très riche et puis voilà, beaucoup de sportifs de très bon niveau, donc la possibilité de côtoyer de grands champions dans différents sports. Donc j'ai pris beaucoup de plaisir à passer du temps ici. Au programme, 9 trophées pour récompenser sport collectif ou individuel, entraîneur ou athlète. Le titre de sportif de l'année a été attribué à Sophie Duhart, championne d'Europe en titre de cross-country. C'est de la course à pied, de fond ou demi-fond en nature. C'est une distinction, une mise en avant de ma saison sportive, de mon titre évidemment, et puis aussi une mise en avant de toute l'équipe qui est derrière, qui me suit. Donc c'est une fierté d'être ici parmi tous les sports aussi, sport co. C'est une belle fête du sport aujourd'hui. Autre distinction, celle de l'entraîneur de l'année qui revient à Christophe Berthelot, le coach du Golf Club de Toulouse, premier club régional. Il devance Philippe Miomandre des Dauphins du Toec et William Prunier de l'US Colomiers Football. Enfin, le prix de l'équipe de l'année revient au Castres Olympique, champion de France de rugby. Une récompense logique pour Jean-Claude Scrella. Castres a déjoué tous les pronostics, ce qui prouve encore qu'il peut y avoir du rugby dans des villes moyennes comme Castres. Il ne faut pas que de l'argent pour faire une équipe, pour faire un club, il faut surtout des hommes. Une édition du Trophée des Sports qui a fait la part belle aux disciplines moins exposées, à l'image des prix des espoirs de l'année, attribués à Jean Dancos, recordman de France en brasse 200 mètres, catégorie 16-17 ans, ou Marion Vesser, championne de France de golf à 16 ans. Une page foot à présent. Dominique Fuhrmann pourrait rejoindre le TFC. Le joueur a annoncé l'information sur sa page Facebook. Il devrait signer avec le club demain. Le club qui n'a pour le moment rien confirmé. François Guinle. À 21 ans, Dominique Fuhrmann est présenté comme l'un des espoirs du football polonais. Milieu de terrain polyvalent du Legia Varsovie, il compte 2 sélections avec l'équipe nationale. On évoque un contrat de 4 ans et demi pour un montant qui avoisinerait les 3 millions d'euros. Le joueur annonce qu'il sera demain à Toulouse pour passer les tests médicaux et signer son contrat dans la foulée. Le club ne confirme rien. Dominique Fuhrmann viendrait renforcer un milieu de terrain déjà très fourni, mais qui n'a pas l'assurance de conserver Clément Chantôme à l'intersaison, le joueur étant prêté par le Paris Saint-Germain. À noter que le mercato hivernal s'achèvera le 31 janvier. L'hippodrome de Toulouse sur le podium des hippodromes français. Il arrive en effet à la 3e place de ces structures en termes d'activité. En 2013, la fréquentation s'est accrue, côté public et côté parieur. Il y a également eu plus de courses, 388 sur la saison, dont 34 réunions nationales, autrement appelées les courses premium. Pascal Solaire. Tous les voyants sont au vert à l'hippodrome de Toulouse. La gratuité des entrées mise en place en 2013 a permis une augmentation de 53% de la fréquentation par rapport à 2012. 48 000 personnes sont venues à l'hippodrome, que ce soit pour assister aux courses ou d'autres événements comme le Salon du Cheval ou la première édition du pique-nique de l'Ircalim. Côté Paris, 148 millions d'euros ont été joués sur les courses toulousaines en 2013, soit une augmentation de plus de 11% du chiffre d'affaires. Notre chiffre d'affaires a augmenté, mais il est dû sûrement un tout petit peu à la gratuité des entrées, mais comme c'est essentiellement dans les PMU et sur Internet que se font le gros la masse la plus importante des enjeux, c'est une augmentation très minime due aux entrées. Par contre, la fréquentation, c'est le spectacle, c'est le sport, c'est un lieu de convivialité, donc ça a développé, je dirais, l'image de marque de l'hippodrome, mais pas forcément la masse d'enjeux. En 2013, l'hippodrome a bénéficié de 34 courses premium, c'est-à-dire des courses nationales, dont 6 de plus qu'en 2012, ce qui favorise bien sûr l'augmentation des paris, source principale de revenus de l'hippodrome. Il y a 2 grandes sociétés mères qui sont le Trot d'une part et France Gallo d'autre part. C'est ces 2 sociétés mères qui décident un peu des réunions premium qu'elles nous donnent. Mais c'est aussi quand même un peu notre notoriété et à nous à sortir un peu de Toulouse en disant, voyez, à Toulouse on a des courses régulières, il y a des bons chevaux qui viennent, donc il faut que vous, société mère, vous fassiez des efforts
pour nous donner des cours, des réunions nationales. Le PMU reverse à l'hippodrome 1,28% des paris organisés sur les courses de Toulouse, soit environ 1 million d'euros qui constitue le budget de fonctionnement annuel du site, budget sensible en cette période de crise. L'index des paris en France, c'est le chômage. Et tant que le chômage ne remontera pas, et là le chiffre du PMU a baissé à peu près de 5% cette année, et c'est malheureusement c'est en corrélation avec le chômage. En 2014, l'hippodrome va poursuivre sa politique de développement pour attirer davantage de turfistes. 300 000 € seront investis pour améliorer l'accueil des visiteurs et des professionnels. Culture à présent avec une belle BD d'aventure, Monster Club, l'épopée de deux groupes rivaux qui se lancent dans la recherche d'une vallée perdue à la fin du 19e siècle. Jean-Marc Lucas a eu la chance de rencontrer Jean-Luc Masbou et Thierry Leprévost, les créateurs de cette BD. Monster Club, de l'aventure en BD qui se situerait entre les récits de Jules Verne et le film Ces merveilleux fous volants. Sur fond d'une rivalité entre Anglais et Américains, le lecteur, non sans humour, est brinque-ballé dans une fin de 19e siècle. Accrochez-vous à l'échelle. Il y a 12 personnages principaux, ça fait du monde, et c'est vrai que quand je lis les critiques sur internet de gens, il y en a qui trouvent ça génial, qui arrivent à bien suivre et à bien décoller les personnages les uns des autres, voilà, et à pas se planter dans les noms. Et puis il y en a d'autres qui trouvent qu'il y a comme trop de personnages, c'est vachement difficile à suivre, mais bon, l'histoire elle n'a pas pété bien loin. C'est jamais qu'une énième aventure. C'est le monde perdu de Conan Doyle, sauf que c'est en Sibérie au lieu d'être en Amazonie. C'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est de re-raconter des histoires qui me tiennent à cœur, que j'ai encore, moi, en tête quand j'étais gamin, mais de les raconter à ma façon. Et sa façon, c'est l'art du dialogue à la Audiard, qui crée de truculentes interactions entre les personnages. Des personnages qui ont des gueules et des personnalités. Une BD qui se lit à la vitesse grand V de l'exploration. Et d'ailleurs, le dessinateur est-il lui aussi rapide? C'est une mauvaise question. Non, ça ne va pas vite à dessiner. Non, ça ne va pas, parce qu'il y a beaucoup de détails. Il y a beaucoup de décors. On change de paysage souvent, quasiment toutes les planches, au début de l'album en tout cas. Donc ils se promènent à Bruxelles, puis après ils sont à Genève, puis après ils sont à Londres, puis après ils sont à Irkoutsk. Enfin, ils se promènent beaucoup. Monster Club chez Delcourt, une des BD grand public qui sera mise en avant au Festival d'Angoulême à la fin du mois. Une bonne nouvelle, les Toulousains des 400 Trees nominés pour les 29e victoires de la musique qui auront lieu le 14 février prochain. Le duo félin fait décidément une belle percée après un très bon accueil de leur premier album. Nina et Johan, c'est comme ça qu'ils se prénomment, sont nominés dans la catégorie Album Révélation de l'année. Voici un extrait de leur concert donné en décembre à la Dynamo à Toulouse. Vous aurez certainement reconnu leur tube Siren Calls en live. Demain également, vous pourrez découvrir ou redécouvrir Christophe qui sera au Casino Théâtre Barrière. Bonne soirée à tous. Prochaine édition de votre journal, demain 19h.